vois dans la rue 3 noirs avec un blanc, Une semaine plus tard, il subissait son opération. Et un matin, à l'aube, nous avons convergé 50 et quelques personnes au bord du lac. Nous formions un demi-cercle autour des boîtes servant au lâcher. Le vent faisait des vaguelettes. Une nuée de mouettes s'agitait au-dessus de nos têtes. Il a subitement décollé vers le ciel. Sauf qu'il volait à basse altitude. Il n'a fait que volter, à vrai dire. Puis il s'est laissé planer pour atterrir à peine plus loin, en face du groupe de mouettes. L'embarras la mangeait d'avoir participé à un rite honni, comme une messe noire. Et elle ne devinait pas ce qui courait dans la tête des 4 autres femmes, sauf pour Belle Guénette, qui, Louise en était convaincue, vivait tranquillement et sans remords. Louise Beurre redevenait Louisa Louis, un peu plus à chaque verre de liqueur de framboise. À 9h, elle était déjà bien prise d'alcool. Les cartes lui tombaient des mains et elle donnait de l'atout au moment les plus incongrus. Ce qui énerva la patiente Céleste, qui ne jouait tout de même pas pour perdre, n'est-ce pas? Plus d'une décennie déjà que l'ONU s'est inquiété de la répression du droit de manifester sous le gouvernement Charest. Cela n'a pas empêché chacun de ses successeurs d'accentuer la férocité policière, et cela dans une totale impunité. Et c'est nous qu'on traite de terroristes, grogne un jeune homme en voyant ses compagnons repoussés par les gaz, tandis que les camions de Cliffline attendent, à bonne distance, pour rentrer au chantier. Gabriel regarde un caméraman s'avancer, croquer sur le vif les images les plus spectaculaires. Comme si elle était en discussion avec un proche, une vulgaire pute. Elle le regrettait déjà. Non, mais si on n'est pas capable d'être solidaires entre nous... Je suis une vulgaire pute et j'en suis fière. Pardonne-t-elle en prenant une bouffée de sa cigarette. Il reste que son travail ne consistait pas qu'à faire des films. Nécessitait une expertise en massothérapie. Ah, bah évidemment, certains salons n'avaient cure d'offrir un service de qualité à ce chapitre. Plusieurs clients, d'ailleurs, ne s'en soucient guère. Ils ne pensent qu'à vous rentrer le doigt dans le cul pendant que vous leur massez les cuisses. Ils ne tiennent pas compte du fait que la relaxation améliore l'orgasme et vous rentre un doigt dans le cul et donc ne relaxez pas du tout. Et dans ce temps-là, autant finir buccal ou manuel. La beauté, Philippe. La culture et la beauté, bien souvent, me consolent de la bêtise et de la ridicule, de l'hystérie et de l'utilité, et me redonnent espoir en l'humain, en m'obligeant à susseoir à la tentation du désespoir. Parfois même, l'art me convainc qu'il n'est pas tout à fait inutile d'enseigner. Je ne suis pas le sous-produit de frottement d'animaux de la ferme. Mes parents n'étaient pas exactement des brutes, mais pas des lumières non plus. Des petits fanaux, je dirais. Des lampes à huile archaïques qui diffusaient juste ce qu'il faut de chaleur pour me rassurer dans le noir, me réchauffer les joues lorsque nécessaire. Mes parents n'étaient pas des paysans, mais c'était encore les belles-sœurs, les pierres à feu et Laurel et Hardy, si tant est qu'il soit possible d'imaginer Hardy en grosse canadienne française portant un baby-doll et Laurel habillée de la chienne à Jacques, tachée d'huile à moteur. C'est à partir de ce moment-là que j'ai joué le plus grand rôle de ma vie. Épouvanté, je tremblais partout. Et je pleurais comme une madeleine en répétant sans arrêt. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Non, pas ma petite fille! Pas ma petite fille, c'est pas vrai! Les rares badauds qui se trouvaient aux abords du lac essayaient de me réconforter. Leurs gestes d'affection m'irritaient. Ça contrastait avec la joie libératrice qui soulevait mon ventre à l'intérieur. 25 ans. Mon souhait le plus cher a été exaucé. Me retrouver seule.
Ah non, cette fois, par contre, j'y suis pour rien. Enfin, presque pour rien. Mon coup n'était pas prémédité, je le jure. C'est survenu un soir que j'avais trop bu. Je me suis endormie malencontreusement avec une cigarette allumée. C'est bête, je sais. Par miracle, je me suis réveillée à temps pendant que les autres périssaient dans l'incendie. Non, en fait, je mens. J'avais trop bu ce soir-là, ça c'est vrai. En revenant chez moi, j'avais en tête de mettre le feu. En me couchant, je me suis dit, pourquoi m'asseoir? Et j'ai laissé tomber ma cigarette dans les draps, juste à côté de mon mari. Non, je dis n'importe quoi. Non, j'ai attendu que tout mon petit monde s'endorme avant d'asperger la maison avec de l'essence. J'ai allumé une cigarette et je l'ai jetée dans une pièce avant de m'enfuir. Et tout s'est envolé en fumée. Je crois que ce sont les faits exacts. De toute manière, c'est pas important. L'important, c'est que je sois enfin seule et complètement affranchie de tout. « 26 ans. Je me souviens de rien. Je sais pas depuis combien de temps je suis dans cette chambre, ni pourquoi. C'est comme si j'avais cessé d'exister. Et que je revenais au monde, lentement. Je pensais pas que c'était possible. L'infirmière qui s'occupe de moi me dit qu'il faut que je bouge pour stimuler mon cerveau si je veux que ma mémoire revienne. Je sais pas si je veux. J'ai demandé à l'infirmière si parfois elle avait pas envie, elle aussi, de la perdre, ma mémoire. Son visage est devenu rouge. Elle m'a pas répondu. Thomas regarde ce qu'il prend pour un tas flasque de cheveux souillés près du comptoir, mais qui ne distingue pas clairement. Un mot, ancré en lui, imprononçable de sang mêlé, quand il se mord le bout de la langue pour éviter de hurler. Médusé devant la mâchée de gomme bazooka qui vient de régurgiter. Un échalant salopette, habillé d'un manteau à capuchon rabattu sur le front, fouille le tiroir caisse. Un autre zouave, gesticulant pantin sous la semence de gel plus loin, gueule contre la rousse employée, étendue près du comptoir. Thomas est caché derrière le rayonnage au bout de l'allée centrale. Le deuxième gars, en habit de motoneige bleu cirque strié de jaune fluo, revient vers l'autre qui se bat avec de la monnaie. Il se jette sur lui, la grippe lui arrache le revolver, qui se met à virevolter, qui rebondit bêtement sur le ventre de l'employé inerte et qui glisse sur le plancher. Et glisse jusqu'à l'enfant fou, qui voit l'arme venir à lui, qui ferme les yeux, mais qui entend l'arme s'arrêter près de lui. T'avais pas à la tuer, fallait pas. Thomas ouvre les yeux, sous son nez, il y a un revolver, presque un jouet, qui a filé lentement vers lui, à sa droite, qui gît dans la crasse des bottes. L'arme s'est avancée sur le liquide gluant et venue se nicher près de ses doigts. Il l'a saisie. Elle est si lourde que l'enfant ne peut ni la relever, ni la pointer. Il bouge, suçant le sang de sa langue mordue, sifflant sa salive baveuse entre les dents accroupies, haineux, d'une haine jamais connue, enveloppé par une sensation caverneuse jusqu'à l'obscurité. Terrifié, il s'agenouille pendant que les deux épouvantables cherchent à se déprendre de leur dispute, catastrophée par l'effondrement de leurs rêves. Sans comprendre, il se redresse, qu'il est de nouveau en mouvement, qu'il tend
à bout de bras ces 11 ans de vagabondage entre les fermes de métal miniatures, les animaux de caoutchouc, les planches à roulettes et les patins à glace, sans saisir qu'il perd tout au bout de ses bras tendus. Thomas tire! Un coup, 2 coups, 3 coups, et un autre encore. Il voit les corps chuter, ne sait pas que son âme s'envole, qu'elle s'égare, que ses corps éclaboussent la vie. Quand maman ouvre la porte du four, c'est le signal. Mon père sort de la cuisine et moi je le suis. Dans le salon, il allume la télévision pour voir le téléjournal de 6 heures. Il arrive toujours pile au début, quand le journaliste dit « Bonsoir !» Comme si ma mère avait mis une horloge dans sa tarte aux pommes. Je m'assois par terre devant mon père, il joue dans mes cheveux comme quand j'étais petit, en commentant les informations. Il a toujours quelque chose à dire sur ce qui se passe sur la planète. Souvent, il bougonne, mais parfois il applaudit et me dit « Yes !» J'écoute pas vraiment ce qui se raconte à la télévision. Je suis dans ma tête, dit maman. Il paraît que j'ai toujours été comme ça. Pendant le téléjournal, on l'entend qui s'active dans la cuisine. Elle nettoie ce qu'elle a sali. Elle frotte pour que ça brille. Elle chantonne encore plus fort sans que je puisse comprendre les paroles. C'est après que ça se corse. Et j'ai reconnu mon prénom et le signe $. Ça voulait donc dire que je valais de l'argent. Ils m'ont pas adopté par amour ni par pitié. Ils aiment juste l'argent. Ça se voit. Ma mère a des bracelets en or et mon père est fier de sa grosse montre. Cette nuit-là, je dors mal, je me réveille et j'écoute. Et je crois entendre des bruits dans la cave et dans la cuisine. J'ai pas hâte d'être au matin. Le samedi, je peux dormir plus tard. Pourtant, aujourd'hui, je suis debout de bonne heure. Sur mon bureau, il y a un caleçon, des chaussettes et un t-shirt propre. Maman est revenue! Mon cœur bat plus vite. Je suis heureux. Je veux aller l'embrasser tout de suite. Avant, je vérifie ma chemise. Elle est déboutonnée du haut en bas, comme hier soir. J'ignore ce que ça veut dire. J'y penserai plus tard, après avoir vu maman qui a sûrement fini ses travaux de comptabilité. Et je me dirige vers la cuisine en pyjama. Pieds nus. Il y a une odeur qui flotte dans l'air. Un parfum de fleurs, on dirait. Je me dépêche. Mais maman n'est pas dans la cuisine. Ça sent fort les fleurs pourtant. C'est pas mon père qui sent ça. Et je vais dans le salon, mais il n'y a personne non plus. Le sac de maman est accroché au dossier d'une chaise, comme tous les autres jours. Je retourne dans la cuisine. Oh, j'entends enfin des pas qui se rapprochent. Mon cœur bat fort. Maman est revenue! Je me retourne. Et je la vois. Mais c'est pas ma mère, cette femme. Pourtant, elle me sourit tendrement et elle me tend les bras pour m'enlacer. Je recule jusqu'à les pieds. Je ne peux pas être une deuxième mère. La femme est rousse, plus grande que maman. Ses mains sont énormes. Elle m'ébouriffe les cheveux en rigolant et elle me demande si j'ai faim. J'ai toujours faim. Elle veut savoir si j'ai bien dormi, si j'ai rêvé à elle. Mais n'importe quoi. On ne peut pas rêver à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais c'est qui, elle? La sœur de mon père. Elle m'appelle son chéri. Je lui demande qui elle est. Et elle me répond que... Voyons donc. Elle est ma maman d'amour. Ce qui m'a révétoré. Où est mon père? C'est tout évident. Il a engagé cette femme pour jouer le rôle de la sienne, c'est ça. Il a remplacé ma mère par une autre parce que la première n'arrivait pas à me rendre fou assez vite. Mais non pas. J'ai résisté à l'autre avec ses pattes pommes sur le plancher et ses chemises boutonnées du travail. Le jeune Fizet était dans ma classe de 6e année. Le journaliste est dans l'erreur. Cet enfant-là s'appelait le gros Fizet. Pour mon année, du moins. Pour les vieux, je ne pense pas qu'il y ait eu de nom, puisqu'il n'était que le petit frère de leur gros Fizet à eux, l'aîné des 2 frères.
L'article du quotidien local explique d'un ton navré que Dave Fizet, 13 ans, 5 pieds 8 pouces, s'est noyé dans un ruisseau de 3 pieds de profondeur. Un incident malheureux qui fait réfléchir toute la communauté sur l'importance de ne jamais laisser un enfant jouer seul près d'un point d'eau. À ce jour, je demeure convaincue que rien ni personne ne s'y noiera à nouveau. Je vais à la rivière pour avoir la paix. Ce jour-là, il a plu toute la matinée. Je viens juste d'arriver et je suis en train d'attacher mon sac à dos à une branche quand je les entends descendre le sentier. Je regarde vers le cimetière et je vois les frères Fizet. 2 garçons que je n'aime pas trop, pour plusieurs raisons. Déjà, ils sont laids, et ils puent, et en plus, ils crient tout le temps. Ça doit venir de leur mère. Elle fait pareil. Le gros Fizet, en général, se fouille le nez et aligne son butin à la vue de tous. N'importe qui d'autre qui aurait osé faire ça, ne serait-ce qu'une fois, se serait fait écœurer au point de devoir changer d'école, de région, peut-être même de pays. Mais Dave est un cas à part. Il peut se défendre. Il n'a aucune supervision parentale. Et on sent tous qu'il a des boulons dévissés entre les 2 oreilles. Le truc, c'est qu'il ignore. Et puis il finit par partir. Un peu comme avec les guêpes. Dave, lui, s'amuse à arracher les plantes sur le bord de l'eau et à écraser les têtards, tandis que le plus vieux cherche les couleuvres pour les brûler à la loupe. Bon, en fait, il brûle à la loupe tout ce qu'il trouve. L'herbe, les têtards, la pauvre petite couleuvre qu'il a fini par dénicher, le bras de son frère. L'incident provoque une escarmouche et les frères se réconcilient en brûlant le bras de l'aîné. Par souci d'équité. Ah non, vraiment, ces 2-là sont promis un brillant avenir. Mon après-midi est gâché. Descendre de l'arbre est hors de question. Le risque d'être vu ou entendu est trop grand. Et c'est là dans ma tête que ça a fait tilt. Au moment où la tête d'un plongeur réapparaissait près du canot jaune, enveloppé dans sa cagoule de caoutchouc noir, luisant sous le soleil, avec ses tubes pareils à de longues branchies externes, qui m'ont fait furtivement penser aux cris muets des poissons asphyxiés. C'est là que je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas de John Doe. Que Winslow avait peut-être menti pour des raisons que j'ignorais et que j'ignorerai à jamais, à moins que Winslow avoue sa faute ou que John Doe vienne s'échouer sur la plage. Sans le John Doe, sans aveu, je n'aurais aucun moyen de savoir s'il y avait eu mensonge. Alors je me suis enfoncé dans le sable, pouce par pouce, pendant que l'autre combinaison de caoutchouc noir émergeait près du canot, avec un bruit d'eau calme, de vaguelettes, d'après-midi ensoleillé. John Doe dormait, et s'il devait hanter le lac, ce ne serait pas sous la forme d'un ectoplasme, ou même d'un zombie à la chair rongée d'asticots, mais sous la forme de lancinantes questions. Malgré le fait que John Doe ne prit pas l'apparence d'un fantôme, je devais néanmoins l'apercevoir à quelques reprises, rôdant autour du lac quand le mauvais temps déformait le paysage et qui apparaissaient des sombres flous cachés là. Et je me suis levé d'un bond pour m'apercevoir que j'avais les jambes flageolantes et le cœur qui battait au rythme saccadé rumba samba des rares nuits de cocaïne que j'avais connues dans la trentaine, quand j'avais tenté une incursion dans le monde chic et branché où règne le vide vitesse grand V. J'avais rien retiré de ce vide, pas même le souvenir d'un ou 2 bouts de chair consommés sur un canapé Garouste et Bonetti, au rythme tribal de mes ancestrales pulsions. Mais je me souvenais du coup de fouet de la coque, qui avait bien failli m'envoyer à Patresse avant elle, quand l'Afrique entière battait sous mon sternum. Je me suis tout de même lancé dans une petite analyse sociologique, et ce qui m'a le plus secoué, c'est que plusieurs filles des années 50 ressemblaient à des ménagères, à des filles ordinaires dont les vêtements se seraient volatilisés alors qu'elles s'apprêtaient à aller au bureau de poste ou à mettre un poulet au four. Et ça m'a déprimé, oui. Ça m'a déprimé
parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma tante Jeanne, dont l'himalayenne poitrine m'avait toujours fasciné. Bien, comme je suis davantage branché culpabilité qu'inceste, les magazines m'ont soudain paru sales, mais j'ai continué à les feuilleter un petit peu pour la forme. L'ennui ayant de la suite dans les idées, je suis tombé sur Anita Ekberg, la vraie, l'unique. Elle se faisait bronzer dans un décor de studio au-dessus d'un encadré de Sophia Loren. La Dolce Vita, quoi. Mais j'ai beau être un peu parano, je ne suis pas masochiste, alors j'ai mis tous ces magazines de côté, mais c'est allé de mal en pire. On aurait dit que toutes les stars des années 50 et 60, de Jane Mansfield à Kim Novak, en passant par Gina Lollobrigida et Jane Russell, s'étaient ligués contre moi. Quand Marilyn Monroe s'était allée sur une double page en chantant dans Poupou Biloupou, j'ai crié « Wow, 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 wow !» Il suffit. C'est assez. J'ai bazardé tout ça dans le garde-robe et je me suis rhabillé.